Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Fuel and Facts, le podcast qui parle de science, de sport, de nutrition et de celles et ceux qui le vivent. Comme toujours, si vous aimez le podcast, pensez à liker, à vous abonner, c'est hyper important pour moi, pour m'aider à faire connaître le podcast et inviter toujours plus d'invités passionnants comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un athlète qui a profondément marqué l'histoire de l'ultra-trail et de l'endurance, François Daen. François, c'est des victoires multiples sur les plus grandes courses du monde, des records sur certaines courses les plus exigeantes du monde, mais aussi une approche très singulière de l'ultra-trail. Une performance construite sur le long terme, du plaisir et une vraie réflexion autour de l'entraînement et de la durabilité. Dans cet épisode, on va parler de performance évidemment, mais aussi de santé, de blessures, de nutrition et de ce que ça implique aussi d'être un athlète de haut niveau qui est exposé dans un monde où le sport évolue beaucoup. Avant de démarrer cet épisode, je tenais à remercier Oversteams, le sponsor de cette vidéo, mais également le partenaire nutrition de François. Oversteams, c'est une marque française de nutrition sportive, pensée pour l'endurance avec une gamme très large de produits simples, bien tolérés et bien construits. Parfait pour enchaîner les heures dehors. J'ai moi-même commencé à travailler avec eux en 2025 et je peux vous dire qu'il y a de très beaux projets qui arrivent avec eux également en 2026. En attendant, si vous avez envie de tester, avec le code NOUCHKA que je vous mets en description, vous avez une petite réduction sur le site internet. Merci à Oversteams pour le soutien et maintenant place à notre échange avec François. Salut François. Salut. Tu vas bien ? Ça va. Je suis contente de t'avoir dans le podcast, c'est trop cool. Écoute, est-ce que tu peux un petit peu te présenter en 1 ou 2 minutes pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Avec plaisir. Moi, je m'appelle donc François Daen, bientôt 40 ans. Je pratique l'ultra-trail depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Voilà, avec un petit peu de temps pour jouer dehors, on va dire l'été, à la fois sur les sentiers à pied, un peu en vélo, l'hiver un petit peu sur les skis. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est d'essayer de passer des longues journées dehors à faire, profiter un petit peu de la montagne et de la nature. En parallèle à ça, moi je suis kiné de formation. Voilà, on a repris un vignoble avec ma femme pendant une 12aine d'années. Et je suis papa de 3 enfants qui ont maintenant 10 ans, 11 ans et puis 5 ans. Donc voilà pour les grandes lignes. Ouais, et puis un beau palmarès, parce que tu as quand même, pour dire un peu l'essentiel, 4 UTMB, 4 Diag, un Thor. Qu'est-ce que tu veux citer en plus que ça, c'est déjà pas mal, je pense, mais t'as quand même beaucoup d'autres choses. Non, après voilà, ça fait effectivement maintenant une petite vingtaine d'années que je pratique, on va dire, de manière assez intense et professionnelle. Donc j'ai eu la chance de gagner beaucoup de courses, de faire aussi quelques projets off. Je pense que c'est des choses qui sont importantes et qui comptent pas mal pour moi, notamment des projets au GR20, aux États-Unis plusieurs fois. Donc voilà, c'est des choses qui sont un petit peu différentes des courses avec dossard, mais qui m'animent pas mal aussi. Ok, et c'est quoi qui te définit un petit peu le mieux en tant qu'athlète aujourd'hui ? Est-ce que tu es plus un amoureux de la montagne et puis en fait la compète ça vient en plus ? Est-ce que tu aimes profondément la compète ? Ou est-ce que c'est un mélange des deux ? Enfin, comment tu te vois un petit peu là-dedans ? On va dire que c'est pas, je pratique pas l'ultra-trail uniquement pour la compétition. C'est pas par amour de la compétition que je fais de l'ultra-trail. Mais on va dire qu'en fait, ma pratique de l'ultra-trail, elle est aussi liée à la compétition et que, effectivement, j'aime ça. Mais voilà, ce que j'aime bien, moi, c'est justement ces challenges, ces défis. Et aujourd'hui, c'est aussi sous forme de compétition qu'ont lieu ces ultra-trails. Donc voilà, c'est un petit mix entre tout ça, on va dire. Ok, trop bien. Bon, écoute, alors un truc que je fais en tout début de podcast avec tout le monde, c'est que je fais un petit portrait chinois. Tu verras, il y a quelques questions. Réfléchis pas trop, c'est des questions assez simples. T'es prêt ? Si t'étais une montagne, ce serait laquelle ? Jet du Mirantin. Si t'étais une météo en course ? Neige. Ok. Une limite que tu respectes aujourd'hui plus qu'avant ? La limite plus neige. Si t'étais un plaisir alimentaire que tu gardes même en grosse période d'entraînement, ce serait lequel ? Un petit verre de vin. Une saison idéale pour t'entraîner ? Printemps. Le plat parfait après un ultra ? Tartare de thon. Ton meilleur souvenir de course ? Peut-être deuxième diagonale. Une chanson que t'écoutes avant le départ, si t'écoutes de la musique ? Pas trop de chansons. Pas trop ? Un aliment que tu pourrais manger tous les jours sans te lasser ? Petit café. Une qualité mentale indispensable en ultra ? Motivation. Un produit Oversteams ?
la boisson Hydrixir. Un autre sport que le trail? Le ski alpinisme. Un lieu dans le monde où tu pourrais vivre? Beaufortin. Une chose que l'ultra t'a apprise avec le temps? Ça va être patient. Et enfin, un parfum de gel qui n'existe pas encore, mais que tu rêverais d'avoir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? D'habitude, on me dit fromage ou saucisson ou pizza, tu vois, des trucs un peu comme ça. Ouais, j'aurais dit pomme-poire. Allez. Pomme-poire? En plus, c'est faisable, ça, je pense. Ok, merci pour tes petites réponses. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'ultra à la base? Tu viens de quel sport, toi? Principalement, on va dire, de l'athlétisme. Et puis, ce qui m'a amené un petit peu à l'ultra, c'était justement pour sortir, on va dire, du côté un petit peu plus cadré, un petit peu, on va dire, répétitif. Voilà, toutes les dates étaient toujours au même moment. Il y avait un petit peu moins de liberté, moins d'écoute aussi de la météo, des conditions, tout ça. Et donc, en fait, j'en ai eu un petit peu marre de ce cadre-là. Et donc, c'est en voulant sortir du cadre, en pratiquant à ma façon, que je me suis rendu compte je faisais de l'ultra. Et donc, c'était un peu ça la discipline qui me correspondait. Mais bon, c'est le tout début. Il n'y a pas beaucoup de courses à l'époque. Hein, donc voilà, je tombe un petit peu là-dedans en même temps que la discipline elle a commencé à naître et à progresser, quoi, on va dire. Ok, ouais, c'est vrai que tu étais un des pionniers au final un petit peu dans ça existait dans le sport. déjà sur certaines courses comme la Diagonale, comme les Templiers. Il y avait déjà eu 1 ou 2 éditions du Tour du Mont Blanc, mais voilà, c'est pas comme aujourd'hui où effectivement tous les week-ends il y a des courses de trail et puis il y a beaucoup de monde. C'est une discipline qui est connue. À l'époque, c'est vrai que c'était vraiment inconnu du grand public, quoi. Ouais, je pense que vous étiez un peu des extraterrestres à l'époque, quand même. Ouais, puis c'était vraiment bizarre. Il y avait, on va dire, pas une humilité et la distance et tout ça, mais c'est vrai que 45 km, c'était déjà le truc un petit peu immense. Et aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des gens disent pour 45 km, c'est la petite course. On banalise un petit peu aujourd'hui. Ils banalisent un petit peu les choses. C'est vrai que nous, on partait pour 45 km, je pense, encore plus chargé que je pars maintenant pour faire le Tour du Mont Blanc. Et puis, ça me paraissait être une distance énorme quand on faisait ça. D'ailleurs, on faisait rien. Et aujourd'hui, quand je prépare un Tour des Géants, c'est vrai qu'on enchaîne des journées à 70-80 km. Ouais. Donc, c'est vrai que ça, il y a eu une grosse évolution en 15 ans. Ouais. Ok. Écoute, il y a une question que je pose un petit peu à tous mes invités dans les podcasts que je fais. Et à chaque fois, j'ai une réponse différente. Tu verras, c'est une réponse un peu binaire ou pas, ou un peu nuancée. Mais tu vas me donner ta vision. Est-ce que pour toi, le sport de haut niveau ou l'ultra-trail vraiment de façon poussée est compatible avec une bonne santé sur le long terme? Après, je te donnerai un peu ma vision si tu veux, mais... Alors, je pense que ça dépend de la pratique. Je pense que ça doit l'être. Je pense qu'aujourd'hui, la tendance actuelle fait que ça ne l'est plus. Mais je pense que ça doit l'être si on veut pouvoir durer un petit peu. Ouais. Ok. Toi, par rapport à toi, t'estimes que là, tu vois, aujourd'hui, avec tout le recul que t'as, c'est compatible encore aujourd'hui? Enfin, ça a été et ça l'est aujourd'hui? Je pense que j'ai fait des erreurs, hein, comme tout le monde. Il y a des expériences, il y a des choses qu'il faut vivre, qu'il faut ressentir. Et encore l'an passé, justement, j'ai quand même fait pas mal d'erreurs. Mais par contre, oui, je trouve que, si je regarde par rapport à il y a 20 ans en arrière, les gens qui essaient de pratiquer, on va dire, l'ultra-trail de manière à haut niveau, et le nombre de coureurs qui le pratiquent encore, qui étaient avec moi il y a 20 ans, finalement, n'est pas beaucoup. Donc, je pense que c'est pas pratique. Cette pratique sport de haut niveau santé, en tout cas en ultra-trail, c'est pas le quotidien de tout le monde, en tout cas. Et tu penses que c'est quoi la limite? Parce que pour moi, il y a 3 aspects. Il y a l'aspect mental, le fait que c'est pas donné à tout le monde de réussir à tenir ça sur le long terme. L'aspect physiologique, là-dessus, je me questionne parce que c'est moi mon domaine, de savoir si est-ce que physiologiquement c'est compatible avec une bonne santé. Et moi, l'aspect qui me questionne, forcément, c'est l'aspect énergétique, où on voit, et on va en parler un petit peu, mais qu'on a des dépenses qui sont tellement énormes qu'en fait, c'est compliqué sur le long terme de le couvrir. Et je pense qu'il y a même beaucoup de personnes, au niveau comme amateurs, qui se rendent pas compte que leurs dépenses, quand on pratique du trail, de l'ultra-trail, en fait, elles sont énormes, quoi. Je pense que c'est 3 bons volets. Après, comme je disais, c'est aussi à chacun en fait d'adapter ce volet-là. C'est-à-dire que oui, sur le papier, dans tous les cas, c'est potentiellement compliqué d'arriver, on va dire, à se préserver, à préserver cette santé-là. Donc, c'est-à-dire que de répondre à ta notion il faut que l'ultra-trail à haut niveau soit un sport qui soit compatible avec une bonne santé. Et donc voilà, pour moi, c'est pas facile. Mais par contre, c'est faisable. Par contre, aujourd'hui, est-ce que ce qu'on demande aux gens, est-ce que la façon dont les gens se positionnent, est-ce que la façon dont les gens mangent est bonne ou c'est des bonnes habitudes? C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et je pense que c'était peut-être plus facile de combiner santé, on va dire, et haut niveau en ultra-trail il y a 5-10 ans que maintenant, avec la pression que les... alors, sur certaines choses,
on est un petit peu plus au courant. Ouais. C'est pas pour ça qu'on respecte. Bien sûr. Pour d'autres choses, par contre, il y a une pression, il y a des enjeux financiers, il y a une professionnalisation de la chose qui fait que les gens, ils prennent moins le temps de s'écouter, ils veulent brûler des étapes, ils veulent faire trop de choses, plus de choses. Et voilà, c'est une sorte de cercle vicieux. Et donc voilà, ce côté où les gens veulent tous à tout prix devenir professionnels, vivre de ça, avant même de se dire qu'est-ce qu'ils aimeraient faire et comment ils voudraient pratiquer, ça aide pas à prendre le temps de voir comment son corps peut réagir, quoi. Ouais, c'est hyper pertinent. Et tu l'as dit il y a 2 minutes. Aujourd'hui, on banalise un effort de 45 km. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que on est beaucoup et moi la première aussi, tu vois, à minimiser certaines choses, à pas se rendre compte d'autres choses. Et aujourd'hui, moi je le vois avec tout le travail que je fais sur les réseaux sociaux, tu vois, en nutrition. Quand j'explique aux gens qu'ils doivent manger assez, souvent ils me rigolent au nez en mode mais ça va, on n'est ils pas ont toujours l'impression de manger trop, ils ont l'impression exactement. de savoir faire les choses. Et puis voilà, il y a aussi cette précipitation où en fait, si on nous dit ce qu'il faut manger, enfin, tu vois, c'est sans vouloir du tout critiquer ton métier, quoi que ce soit, mais en fait, tu vas donner la recette à quelqu'un. S'il ne sait pas pourquoi il doit appliquer cette recette et qu'il ne le ressent pas au fond de lui-même, en fait, il va t'écouter peut-être parce qu'il t'aime bien, parce que tu l'as influencé, il a du respect pour toi, il se dit, bon, elle sait ce qu'elle fait, donc je vais l'écouter. Mais si je ne l'ai pas appris par moi-même et ressenti au fond de moi, en fait, je vais moins bien l'appliquer. Et où il y a des moments, je vais faire des variations, ça ne va pas aller, ce ne sera pas du tout pareil, que si on prend le temps de progresser et de comprendre ses besoins directement et de les écouter. Donc après, évidemment, il faut se faire guider par des gens dont c'est le métier, par des gens qui peuvent nous faire gagner du temps, éviter toutes les erreurs que je disais que j'ai pu faire, tout ça. Par contre, en fait, cette progression, elle est assez longue, elle est assez importante. Et aujourd'hui, comme tu disais, 45 km, c'est déjà énorme pour des gens qui débutent le trail, qui viennent de la route, qui viennent d'un marathon sur route et un marathon sur trail. Déjà, c'est pas du tout la même chose. Le problème, c'est que les gens qui viennent aujourd'hui faire du trail et de l'ultra-trail, comme on parle, ils veulent en 2 ou 3 ans faire l'UTMB. Quand on leur explique que même moi, qu'il ait gagné 4 fois, il m'a fallu plus de 10 ans avant d'oser m'aligner sur cette course-là. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie d'attendre 10 ans. Ils n'ont pas envie de faire ce cheminement-là. Et donc, du coup, forcément, t'apprends moins sur toi, quoi. Et c'est vrai, et je me suis fait la réflexion il y a quelques temps que vous, quand on vous voit, vous avez 2 objectifs principaux, tu vois, vraiment longs et sur lesquels vous vous concentrez. Alors que nous, quand tu vois en tant que sportif amateur, moi j'ai plein de copains, ils font 5, 6, 7 ultras par an. Et ils ont l'impression que ça passe parce que leur corps l'accepte, mais quand on voit ce que vous faites, c'est là où tu te dis qu'il y a peut-être un décalage. Ça passe combien de temps, quoi, tu vois, ça a passé 2, 3, 4 ans, et puis après, tu changes de sport, tu fais autre chose, ou t'en as marre, ou t'arrêtes le truc. Et voilà, pour moi, quelque chose qui est compatible avec la santé, c'est quelque chose qui te passionne et que t'es pas obligé d'arrêter parce que ton corps te dit stop. Et voilà, moi, c'est vrai que ça fait 20 ans que je pratique et j'ai encore envie de pratiquer. Je sais pas si je le pratiquerai toujours au même niveau éternellement, ni quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai envie de laisser la chance à mon corps de se dire, voilà, si dans 10 ans, il a encore envie de courir, il puisse le faire. Donc, de pas faire, justement, de me limiter à 2, 3 grands objectifs maximum par an, quelques courses de préparation. Mais voilà, d'essayer de prioriser, de cibler, de pas tout faire la même année, quoi. Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont pressés. En 2 ans, ils veulent aller faire le Tour du Mont Blanc ou ils veulent aller faire je sais pas quelle course. Et du coup, c'est vrai qu'ils sautent beaucoup d'étapes, quoi. Tu le places où ton curseur aujourd'hui entre plaisir et perf? Est-ce que ça t'est arrivé, tu vois, de te perdre un peu entre les deux et d'avoir l'un qui prend plus le pas sur l'autre et de plus réussir à trouver ton équilibre entre les deux? Bien sûr, je me suis pas mal perdu, c'est assez fréquemment. Et c'est vrai que du coup, des fois aussi, c'est important de se perdre pour justement repartir du bon pied et de se rendre compte un petit peu tout ça. Et des fois, c'est pas parce qu'on est un peu trop centré sur la performance, sur le résultat ou des choses comme ça qu'on prend pas le plaisir, malheureusement. Donc du coup, c'est très dur de se rendre compte. Et puis après, finalement, c'est dans l'effort ou c'est des fois quand ça se passe mal qu'on se rend compte que finalement, on avait une approche qui était peut-être un peu trop centrée sur des valeurs ou des choses qui nous correspondent moins. Et en tout cas, moi, je sais que mon approche, elle est pas vraiment, on va dire, auto-centrée sur la performance, la compétition, le résultat. Et quand je suis trop là-dessus, mine de rien, c'est quand même au détriment du plaisir. Et souvent, je me rends compte après coup que j'ai pas assez écouté mon corps, justement. J'ai pas pris assez de plaisir. J'ai pas fait assez de choses qui me correspondaient mieux. Et voilà, donc souvent, c'est bien parce que du coup, ça permet de repartir vraiment à plat avec des bonnes bases, avec des bonnes valeurs. Mais c'est vrai que c'est dommage, des fois, souvent, d'en arriver d'être obligé d'avoir un petit échec pour s'en rendre compte, quoi. Ouais, moi, il y a un truc que je vois de l'extérieur, c'est que ce sport, il est vraiment
en progression exponentielle. Et du coup, je pense que au niveau, on joue de plus en plus avec cette limite. Forcément, dès qu'on arrive à des niveaux dans un sport qui sont hauts, tu joues toujours avec cette limite. Et moi, j'ai eu cette impression, tu vois, à l'UTMB l'année dernière, UTMB 2024, où alors, tu me diras ce que tu en penses, et peut-être que c'est complètement faux, mais où il y en a beaucoup qui ont pété. Est-ce que ce serait arrivé il y a quelques années, quand tout le monde n'avait pas l'objectif de courir l'UTMB en moins de 20 heures, tu vois? Oui, en fait, se fixer un temps sur l'UTMB, sachant que c'est jamais le même parcours, que c'est jamais les mêmes conditions et tout ça, c'est vrai que c'est déjà un petit peu, je pense, la première heure. Et puis ensuite, c'est sûr que voilà, l'UTMB, avant d'y vouloir faire une performance, de vouloir le gagner, de vouloir faire des choses, il faut déjà en fait essayer de se l'accaparer, d'aller au bout. Et ensuite, dans un second temps, vient la performance, vient le chrono. Mais dans un premier temps, déjà, il faut déjà se dire qu'est-ce que je mets en place en fait pour aller au bout de mon défi, pour me donner à fond dans mon défi, et essayer de donner le meilleur de moi-même tout au bout de la course. Et c'est ça qui est le plus dur, le plus important. Et des fois, il suffit de se tromper un tout petit peu de cheval de bataille. Et comme tu dis, il y a des années un petit peu désastreuses en termes de nombre de partants potentiels vainqueurs au haut niveau, et puis le nombre de personnes qui arrivent. Et c'est vrai que je me souviens des éditions, notamment en 2017, où justement chacun avait essayé de s'écouter, d'aller vraiment au bout de son aventure, et où il y a eu un top 10 hyper dense qui s'était, on s'était même tous attendus à l'arrivée. Donc je me souviens, c'est assez rare d'avoir une photo de l'UTMB où tu as les 10 premiers de la course qui sont ensemble sur la même photo sur la ligne. Ouf, ouais. Et donc je trouvais que cette année-là, ça avait été justement en termes d'écoute de chacun, d'aller au bout de soi, de l'aventure, ça avait été une belle année. Ouais. Ok. Toi, l'entraînement et la compétition, tu l'abordes plus de façon intuitive, ou tu as quand même un côté un peu scientifique? Si tu es kiné, tu as quand même ce bagage un peu scientifique où tu réfléchis comme ça, mais aujourd'hui, avec l'expérience, comment tu pratiques finalement? Est-ce que tu es très cadré, tu vois, avec un plan d'entraînement, en essayant de rester au fait de ce qui se fait le mieux dans la data, etc. Ou alors, tu es un peu un montagnard qui t'entraîne à l'instinct et tu vois? En fait, si je dois répondre en une seconde, je dirais évidemment, intuitivement. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas confondre, c'est que même si moi je communique pas du tout là-dessus et tout ça, c'est qu'en fait, la plupart des gens, ils se rendent pas compte que l'un peut pas aller sans l'autre. Et surtout qu'en fait, les datas, la science, tout ça, si t'as pas ce côté intuitif, si t'as pas toutes ces sensations, tout ça, ça sert strictement à rien. Donc autant tu peux t'entraîner de manière qu'intuitive, tu peux t'entraîner de manière intuitive et utiliser beaucoup les datas. Par contre, si tu n'utilises que les datas, tu vas pas durer longtemps, ça marchera pas. Et dès que tu vas te retrouver dans des situations un petit peu compliquées, ça marchera pas du tout. Et en tout cas, c'est pas compatible pour moi avec la pratique de l'ultra-trail. Ça me paraît vraiment deux choses complètement incohérentes. Parce que l'adaptation, parce que tout ce qui se passe en ultra-trail fait qu'aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, c'est ça qui sauve un peu la discipline et qui me sauve aussi, c'est qu'en fait, t'as beau être le meilleur coureur du monde, avoir les meilleures datas, avoir toutes les choses là, si tu sais pas comment tu dois t'habiller en haut de la montagne, si tu sais pas écouter ton corps, si tu peux pas regarder le sol, si tu sais pas courir la nuit, si tu sais pas ce qui va se passer quand t'as mal au ventre et que t'as pas une expérience, justement une intuition, des choses comme ça, tu pourras gagner peut-être une fois une course, mais tu pourras pas les gagner. Donc voilà, après, moi, c'est sûr que ma façon de communiquer, dire aux gens, déjà, apprenez à vous connaître, allez juste jouer dehors, allez-y de manière intuitive. Ouais. Prenez le temps de courir 7 heures sous la pluie, de nuit, sous la neige, regardez ce qui se passe, regardez ce que vous mangez. Si vous partez sans manger, qu'est-ce qui se passe? Si vous partez en mangeant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les signaux que votre corps vous envoie? Les chaussures, l'équipement, enfin tout ça. Amusez-vous de manière intuitive, bien avant de jouer avec tous les datas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils adorent parler de data, ils adorent parler de grammes de sucre, de machin, mais en fait, tout ça, ça sert à rien si t'as pas une base. Donc oui, c'est cool parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de ça, tout le monde parle que de ça tout le temps. Mais clairement, ça, pour moi, tout ça, ça sert à rien si t'as pas une bonne base. Et donc voilà. Donc oui, j'utilise aujourd'hui les datas. Oui, effectivement, je suis très bien entouré. J'ai des entraîneurs qui sont au point. J'ai fait des études de kiné, j'ai fait des études de STAPS. Donc oui, s'il faut parler de SV1, de SV2, de seuil lactique, d'aérobie, il y a aucun souci. Mais pour moi, ça c'est du micro-détail par rapport à tout ce que l'intuition peut apporter. Et oui, c'est des outils qu'il faut se servir. Comme aujourd'hui, tout le monde communique sur les entraînements en hypoxie, les entraînements à la chaleur, les choses comme ça. Ok, mais tout ça, c'est de la marge. Enfin, c'est des gains qui sont très bien, mais en fait, si on va déjà pas au bout de la course, tout ça, ça sert strictement à rien. Donc voilà, pour moi, c'est pas du tout là-dessus que je communique. Mais oui, effectivement, c'est des outils que je connais, c'est des outils que je peux me servir, c'est des outils dont certains peuvent avoir l'utilité. Mais avant de s'acheter le meilleur cardio, la meilleure montre, le meilleur entraîneur, le meilleur coach, machin et tout, déjà, en fait, juste
faut déjà prendre du plaisir d'aller courir et d'aller voir si ça nous plaît d'être 8 heures, 10 heures dehors et de savoir pourquoi on y est. Et ensuite, on se sert un peu de tout ça, quoi. Mais je crois que ça va faire du bien que tu rappelles ça aux gens parce que je pense que personne n'est là-dedans. Enfin, personne. Pas grand monde n'est là-dedans. Tout le monde. Bah si, en fait, beaucoup de monde est là-dedans, mais sur les réseaux sociaux, pas grand monde est là-dedans. C'est vrai, c'est pas faux. Moi, du moins avec les gens avec lesquels je communique toute la journée, c'est je veux la meilleure méthode pour machin et je veux tout optimiser. Et en fait, t'en oublies presque l'essentiel, qui est ce que tu viens de rappeler finalement. Ouais, parce que bon, manger 120 grammes de sucre pendant 8 heures, c'est la course à 10 heures, mais qu'on s'arrête au bout de 8 heures, bah, ça sert pas à grand-chose. Vaut mieux en manger que 80 et puis savoir pourquoi on les mange. Mais c'est quand même bien de savoir aussi qu'il y a certains cyclistes qui peuvent en manger 123,8 avec des ratios 4,1 ou des ratios 1,08 et de savoir tout ça. Mais si on boit pas, qu'on assimile pas tout ça et qu'on mange pas et qu'on s'entraîne pas aussi, eh ben ça sert à rien. Ouais, exactement. C'est quoi pour toi un peu la clé quand on veut durer dans ce sport-là? Parce que moi, ma vision de la chose, c'est, tu vois, il y a un petit slogan que j'aime bien, c'est performer et durer. Enfin, je trouve que ça sert à rien d'être une étoile filante dans ton sport si c'est pour péter au bout de quelques années. Sauf que souvent, on voit pas beaucoup plus loin que ce qui peut arriver à court terme. Mais si tu as quelques conseils à donner justement pour la durabilité dans ce sport, lesquels seraient-ils? Bah, après, oui, je partage ton point de vue sur les étoiles filantes. Après, il y en a qui souhaitent en fait être des étoiles filantes, qui souhaitent tester certains sports pendant pas longtemps et puis après passer à autre chose et consommer certaines disciplines de manière assez rapide pour pouvoir passer à autre chose. Moi, c'est un petit peu autrement que je vois la chose, effectivement, comme toi. Mais je pense que le plus important pour durer, c'est surtout de savoir en fait pourquoi on fait ça et qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qu'on a après. Donc, si ton seul objectif c'est de faire tel ultra trail à Chamonix ou ailleurs et puis que derrière il y a plus rien, en fait pourquoi durer, quoi. Donc autant aller le plus vite sur ça et puis de toute façon derrière on n'a rien envie de faire d'autre. Donc voilà, mais c'est plutôt de se dire en fait pourquoi je pratique, qu'est-ce que je recherche à travers cette pratique, qu'est-ce qui m'anime, est-ce que c'est qu'une course, est-ce que c'est le chemin qui mène vers cette course, est-ce que, enfin tu vois, qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui. Si aujourd'hui c'est juste le fait de pouvoir passer la ligne d'arrivée avec une musique à un certain endroit et que l'entraînement ça nous intéresse pas, ce qu'il y a derrière ça nous intéresse pas forcément, bon, autant faire ça. Maintenant, si c'est la manière de se construire, d'apprendre à se connaître, de se dépasser, de voir comment on peut s'adapter, comment on peut adapter son corps à tous les niveaux, donc nutritionnel, que ce soit mental, que ce soit physique, pour pouvoir aller vers là, que ce chemin il est passionnant, qu'il nous éclate, dans ce cas-là, faut prendre son temps pour construire tout doucement ce chemin et profiter de tout ça qui nous emmènera peut-être à cet endroit-là. Mais c'est ça le plus important. Et donc voilà, le conseil que j'ai donné, c'est juste de se dire, en fait, pourquoi aujourd'hui vous pratiquez l'ultra-trail ? Si on sait pourquoi on pratique l'ultra-trail, il n'y a aucune raison qu'on ne dure pas, quoi. Bonne question. Je ne sais pas si beaucoup de gens peuvent répondre à cette question de la manière la plus honnête possible. Ouais, mais je pense qu'elle est importante, cette question. C'est pourquoi ils sont là aujourd'hui à écouter un podcast sur l'ultra-trail. Est-ce que c'est pour progresser ? Est-ce que c'est pour mieux apprendre à se connaître ? Est-ce que c'est juste parce que c'est un phénomène de mode et que ça nous amuse et qu'on est là pour pratiquer l'ultra-trail pendant 6 mois jusqu'à notre course et puis qu'ensuite on passera à autre chose, quoi. Ok. Trop bien, trop intéressant comme réponse. Avec l'expérience que tu as acquise un petit peu et les blessures que tu as pu avoir, comment tu arrives à finalement faire la différence aujourd'hui entre genre mon corps est fatigué ou là c'est vraiment un signal d'alerte de mon corps et du coup il faut que je le prenne en considération? Comment tu arrives à voir un peu cette limite? Là, mon corps est vraiment fatigué et c'est un gros signal d'alerte et il faut que je le prenne en considération. Dans l'idée, il faut jamais en arriver là, quoi, quand même. Qu'après, son corps soit fatigué, soit surfatigué, soit très, très fatigué, ça peut être aussi une stratégie d'entraînement. J'allais dire, tu penses pas qu'il faut parfois jouer avec cette limite-là, justement? Moi, j'en suis persuadé, c'est un peu la base de ma vie. Mais voilà, et par contre, c'est là aussi où il faut savoir s'écouter. En ce moment, voilà, je suis assez fatigué. Du coup, j'essaie de pas travailler en intensité, j'essaie de faire des journées qui sont un peu plus longues, j'essaie de travailler, de voir un petit peu où je mets mes curseurs, où je fais mes choses. Par contre, voilà, je vais pas forcément m'interdire de faire telle ou telle chose. Et puis voilà, je pense qu'il y a des leçons de la vie aussi, le fait d'avoir des enfants. Ouais, il y a beaucoup de parties. Maintenant que j'ai des enfants, je peux plus m'entraîner, je peux plus pratiquer. Si, justement, au contraire, ça te permet de vous rendre compte qu'est-ce qui est important dans l'entraînement, de se dire comment on est fatigué, qu'est-ce qui se passe. Enfin, je me suis retrouvé à aller à la Diagonale des Fous où il y a certains sportifs qui disent non mais là je vais prendre l'avion, je vais mal dormir, la course elle est dans moins de 10 jours.
bah là, voilà, je suis un peu foutu. Et moi, j'étais dans une période de ma vie où je me disais, mais là, je vais pouvoir faire une nuit dans l'avion sans les enfants. Ce sera peut-être la meilleure nuit depuis 5 mois. Et j'étais refait. Je me disais, à aucun moment, en fait, ça allait influer ma performance. Au contraire, ça allait m'aider dans ma performance. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, les curseurs de chacun, ils sont pas au même niveau. Et du coup, bah, en fait, le fait d'avoir été trop fatigué, des fois, justement, d'avoir pas récupéré, d'avoir été malade, d'avoir mal mangé, d'avoir fait une soirée de trop ou des choses comme ça, de s'être couché trop tard, ça ne doit pas empêcher de s'entraîner, ça doit pas empêcher. Au contraire, il faut s'en servir dans l'entraînement, mais par contre, il faut adapter son entraînement. Ouais, bien sûr. Si maintenant, comme on dit tout à l'heure, tu es toujours au data, que tu t'entraînes toujours à la même vitesse, que tu n'écoutes pas ton corps, que tu regardes juste ton cardio ou tu as HRV du matin pour aller t'entraîner, il y a un moment où tu feras plus rien, déjà peut-être, ou alors si, mais sinon c'est que tu as une vie qui est un petit peu pas très très marrante, avec une hygiène de vie qui est impeccable, tout ça, mais qui est peut-être pas compatible avec la pratique de l'ultra trail, parce que ça va être de l'adaptation, parce qu'il y aura plein de trucs un petit peu bizarres qui vont arriver, et du coup dès qu'il y aura un changement, bah tu sauras plus faire et tu n'y arriveras pas. Donc voilà, le fait d'être à des moments trop fatigué, très fatigué, bah c'est pas grave en fait. Dans une saison, dans une progression, dans un entraînement, dans un cheminement, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut pas l'être trop souvent. Il faut faire attention justement à pas se surentraîner là-dessus, à pas être fatigué. Mais à un moment, il faut faire des erreurs, faut aller loin, faut aller loin. Il faut dire que le corps, voilà, si on en parlera sûrement après, mais si déjà on l'alimente de manière à peu près normale, qu'on l'écoute un petit peu, il a quand même des capacités d'aller très 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 loin avant d'être surfatigué, très fatigué et ne pas s'en remettre. Maintenant, si on est limite déjà sur tous les trucs, c'est sûr que le moindre petit truc va nous mettre en surfatigue, va nous mettre en syndrome de burn-out ou tous les syndromes bien connus. Mais voilà, il faut à un moment garder une marge en fait dans la pratique de l'ultra-trail. Si on est à fond tout le temps et qu'on est limite à tous les niveaux en termes de fatigue, en termes de poids, en termes de nutrition, en termes de mental, en termes d'entraînement, derrière ça passera pas parce que c'est une discipline qui est particulière. C'est ça qui est génial dans cette discipline-là, mais où du coup il faut quand même garder un petit peu de marge. Alors certains sportifs de haut niveau, ils jouent vraiment avec cette marge, mais à jouer sur le fil, c'est assez dur. Ouais. Il y a des choses des trucs, des signes auxquels tu faisais pas forcément attention avant et aujourd'hui tu t'écoutes beaucoup plus. Enfin, est-ce que tu es plus à l'écoute de ton corps maintenant qu'avant ou alors tu l'as toujours été finalement? Non, je pense pas. Peut-être même un petit peu moins sur certains trucs. Ouais. Après, enfin oui et non. Enfin, il y a certaines choses auxquelles je faisais pas attention. Peut-être que maintenant je fais un petit peu plus attention. Ça peut être inconscient après. Hein. Ouais, ou ça va être un petit peu inconscient, et puis il y a d'autres choses où avant j'aurais peut-être fait plus attention et que maintenant j'en ai plus grand chose à faire. Mais voilà, je sais qu'en tout cas, voilà, au niveau de l'alimentation, je pense que je mange beaucoup mieux depuis une dizaine d'années. Tu me fais un beau tremplin là pour la suite. Mais de manière, enfin, je sais pas si je mange mieux, c'est-à-dire je sais pas si je mange mieux de calories, si je mange plus bio, si je mange plus local, si je mange tout ça. Par contre, je sais plus que mon corps a besoin ou va assimiler en tout cas quoi. Je sais pas si en tout cas c'est mieux pour mon corps, je pense. Okay. Est-ce que c'est mieux pour tout le reste, je sais pas. Mais voilà, c'est des choses où tu apprends un petit peu à te connaître, peut-être que sur le sommeil aussi, sur la façon de s'entraîner, sur le nombre d'heures, sur relativiser certaines choses en fait quoi. Du coup, tu m'as fait une belle passe parce que j'avais parlé de nutrition justement. Et je voulais te demander, pour débuter cette partie-là sur la nutrition, quelle place aujourd'hui occupe la nutrition pour toi? Est-ce que tu vois ça comme une contrainte et un peu une obligation pour performer? Parce que on sait aujourd'hui, surtout dans l'ultra-trail, enfin surtout dans les disciplines d'ultra-endurance où la nutrition joue plus une part que dans des disciplines plus courtes, et on le sait de plus en plus au final au fur et à mesure des années. Comment tu le vois toi? Tu viens de me dire justement que ça faisait une dizaine d'années que tu faisais plus gaffe entre guillemets à ça, ou du moins que ça prenait une part plus importante. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'avant tu t'en foutais? Et aujourd'hui, à quel point tu portes une importance à ça? Alors moi, du coup, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je pense pas qu'en ultra-trail, justement, la nutrition, elle ait une place clé par rapport à des disciplines plus courtes. En tout cas, surtout pas avec le haut niveau. Je pense qu'à une pratique classique, peut-être. Et je pense qu'en haut niveau, au contraire, je pense que c'est beaucoup plus exigeant et difficile d'avoir la nutrition vraiment adaptée pour des efforts qui sont plus courts, où il y a moins de dépenses énergétiques, tout ça. Parce que je pense qu'en ultra-trail, aujourd'hui, on se dépense tellement, on fait tellement de choses qu'en fait, c'est beaucoup moins compliqué. Il suffit simplement de manger, en fait, quoi, déjà, à minima. Mais parfois, ça peut être dur de juste simplement manger assez. Pour beaucoup de personnes. Mais du coup, c'est ces personnes-là qui, justement, vont pas pouvoir forcément durer, vont pas forcément avoir une approche santé. Voilà, c'est qu'à partir d'un moment où, en fait,
ça devient une contrainte de manger. Ça devient difficile de manger. Donc, c'est pour répondre au début de ta question, mais de se dire, moi, je vois pas ça du tout comme quelque chose de difficile, comme une contrainte. Pour moi, la nourriture, ça a toujours été associé à du plaisir, ça a été associé à des bons moments, à des moments qui sont sociaux, qui sont conviviaux. Donc, en fait, moi, j'aime manger. J'aime j'aime le temps qu'on passe à manger, surtout avec mes amis, avec mes enfants, avec ma famille. Pour moi, c'est des moments de rassemblement qui sont assez conviviaux, qu'on a la chance d'avoir en France, parce que pour avoir beaucoup voyagé, il y a beaucoup de cultures et beaucoup de pays où chacun mange dans son coin, on attache beaucoup moins d'importance à ces moments-là. Et moi, je trouve qu'en France, c'est quand même une chance. Voilà. Bon, on peut le passer à d'autres moments. Hein. On peut le boire autour d'un café, on peut le voir en faisant des choses, mais n'empêche que nous, on a ces moments-là qui sont un petit peu sacralisés. Et je trouve ça assez sympa. Alors peut-être des fois trop autour du dîner, une nutritionniste dirait que c'est pas le repas le plus important, il faut moins manger, il faut manger de ça. Il se le fait que c'est quand même toujours plus sympa de se retrouver le soir, une fois que la journée est passée, en train de manger ou en train de boire un coup. Donc voilà, moi je reviens pas forcément là-dessus. Mais non, voilà, pour moi, ça doit pas être une contrainte. Et du coup, l'ultra-trail, ça nous permet quand même cette chance-là, cette liberté de dire au final, on peut faire quelques excès, on peut manger un petit peu plus, on n'est pas obligé de tout peser, tout mesurer ce qu'on mange quand on fait des sports où le poids il est hyper important, qu'on n'a pas la chance de pouvoir s'entraîner 30-35 heures par semaine. À un moment, il faut faire aussi attention à ce qu'on mange. Et du coup, si on peut pas tout manger, il faut manger les bonnes choses, quoi. Que finalement, quand on peut tout manger, voire même que de toute façon, on mangera jamais assez, du coup, on est à peu près sûr de pouvoir manger les bonnes choses, quoi. Il y a pas de choix, il y a pas de limite à faire, quoi, en fait. C'est vrai. C'est peut-être plus sur la nutrition à l'effort où du coup, ça a une place plus importante. Où là, tout à fait. Là, je pense que c'est indispensable. C'est-à-dire qu'une voiture, si tu lui donnes pas d'essence, elle va pas, ou d'électricité maintenant, parce qu'il y a pas de voiture électrique, elle va pas pouvoir avancer. Et voilà, c'est exactement pareil, quoi. C'est sûr que, sur un cross, sur un 10 km, peut-être même sur un marathon, tu peux y aller de manière un petit peu plus intuitive, un petit peu plus à l'arrache. Aujourd'hui, sur 24 heures d'effort, si tu fais pas un peu attention à ce que tu vas manger, ce que tu vas ingérer, les quantités que tu vas ingérer, dans quel sens, ça risque de pas être un moment de plaisir du début à la fin, quoi. Ouais, carrément. Et au quotidien, t'as jamais eu de problème, tu vois, même dans les grosses périodes d'entraînement, à couvrir tes besoins nutritionnels? Non. T'as pas de grosses variations de poids non plus? Si, j'ai des grosses variations de poids, mais... Entre l'été et l'hiver, ça varie, parce que toi, t'as le ski, alpinisme l'hiver, tu fais des compètes en ski. Voilà, après, entre l'été et le ski alpiniste, j'ai un grand moment t'as un gros de moment. Flottement. Parce que ça peut être compliqué, juste pour quand t'enchaînes les saisons, c'est très compliqué. Finalement, t'as pas de moment vraiment de relâche où... Il n'y a jamais personne qui a trop réussi à enchaîner les saisons sur plusieurs années et sans se blesser ou sans être trop mal. Donc c'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu aussi faire une grosse pause. C'est de plus en plus compliqué de faire une pause en fait après la saison hivernale parce qu'en plus moi le ski de randonnée ça me met vraiment dans un super état de forme. Donc tu fais une pause à l'automne plutôt. Voilà, et donc souvent c'est vrai que je fais une petite pause, mais t'as pas envie de perdre tout ce que t'as acquis non plus pendant l'hiver, et même si tu perds jamais tout, t'as aussi envie de te dire bon voilà, c'est une période de tremplin déjà. En fait je m'octroie la chance déjà de très peu courir l'hiver. Et parce que pour moi, le trail, ça a pas lieu forcément d'être trop en hiver, quoi. Surtout dans des régions montagneuses. Et aujourd'hui, le trail, ce qui fait rêver les gens, c'est quand même aussi le trail, quand même pas mal en montagne, quand même, faut dire ce qui est. Même s'il y a des magnifiques courses dans le désert, en bord de mer. Non, mais voilà, c'est superbe. Mais aujourd'hui, les plus grandes courses de trail, ça reste quand même des trails qui sont en montagne. Et en montagne, l'hiver, on peut pas monter partout. On peut pas monter partout à pied. C'est pas marrant de s'entraîner sur la route, tout ça. Donc pour moi, le trail, il a toujours eu ma place, il a toujours commencé, on va dire, à partir de fin mars, quoi. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est vrai que je trouve ça difficile de voir des trails, même des trails hyper connus, soit qu'on voit au début mars les gens qui sont à bloc sur des 100, sur des 115 km. En fait, ça veut aussi dire que tout l'hiver, ils se sont entraînés presque que sur un tapis roulant ou de manière pas forcément intuitive, ou à des endroits qui sont pas en montagne et tout ça. Donc c'est pas la pratique la plus naturelle et la plus logique. Donc voilà, c'est aussi pour ça que du coup l'hiver, je m'octroie déjà cette pause-là, mais que au printemps, j'ai moins le temps de faire une grosse pause. Donc j'essaie vraiment de m'octroyer une très grosse pause en fait entre ma fin de saison de trail et ma début de saison d'hiver, et mon début de saison d'hiver où je reprends, on va dire, de manière très progressive avec beaucoup d'aérobie et assez peu d'intensité. Mais oui, j'ai des variations de poids de, je sais pas moi, 4 à 7 kilos entre ma fin de saison d'été jusqu'au début de ma saison d'hiver, parce qu'après, du coup, ma saison d'hiver fait que je vais retrouver un poids qui est un petit peu plus classique. Mais je me force presque à prendre entre 4, 5, 6, moi, je 7 trouve que c'est une bonne chose de reprendre ce poids-là, parce que tu peux pas t'affûter toute l'année. Je me force sans trop me forcer, en fait. C'est juste que je diminue clairement mon nombre d'heures d'entraînement. Forcément, c'est des moments aussi où je passe un peu plus de temps à faire moins attention, à
peut-être à boire un petit peu plus, à manger un petit peu plus, à prendre plus de dessert, à passer plus de temps avec les copains. Donc ça, plus ça, fait que naturellement, en fait, mon corps va prendre. Mais par contre, du coup, je fais pas d'effort de forcément moins manger ou ça. C'est juste que mon volume d'entraînement fait que je retrouve un poids et il y a un moment où, en fait, peut-être que dans l'année où je mange trop par rapport à ce que je dépense. Et sinon, j'ai envie de dire que je mange à peu près ce que je dépense le reste de l'année. Ok, mais c'est bien d'être régulé comme ça. C'est cool. Ouais, tout le monde n'y après, je arrive me pas. suis rendu compte, en fait, en termes d'immunité aussi, de maladies, de blessures, tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et j'en ai beaucoup parlé aussi avec des traileuses de haut niveau, tout ça, qui, depuis qu'elles font ça, vont beaucoup mieux et attaquent le printemps, en fait, beaucoup plus en forme, avec beaucoup plus d'envie, et tiennent plus longtemps dans la saison aussi, quoi. Parce que si on attaque déjà presque sous-nourri et hyper affûté, bien sûr. en fait, qu'est-ce que la préparation va apporter? En fait, toute une préparation, c'est aussi fait pour t'affûter, pour progresser. Si tu perds pas de poids pendant toute ta saison et pendant toute ta préparation, c'est pas normal non plus, quoi. Ça veut dire que tu manges pas assez à certains moments ou tu manges trop à d'autres moments, quoi. Ouais, je te rejoins tout à fait. T'as des blessures, toi, que t'as eues où tu penses que ça a pu être dû à ça ou pas? Je pense pas, j'ai pas, à part cette grosse blessure que moi là j'ai eu il y a 3 ans. C'est vrai que sinon j'ai eu la chance de pas être trop blessé, d'avoir justement toujours cette marge là. Tu veux dire ta blessure? Ouais, alors c'était pas forcément dû au parapente, mais oui, elle est survenue en faisant du parapente. Okay. Moi j'ai eu un problème osseux, on va dire. Mais sinon c'est vrai que j'ai toujours essayé de garder une petite marge en me disant voilà, quand je sens un petit tiraillement, je sens une petite tension, je change de sport, je diminue le volume, je fais des choses un petit peu différemment pour pas arriver jusqu'à la blessure, quoi. Ok. Mais c'est bien, tu t'écoutes et du coup tu dures, quoi. C'est un peu mais c'est cool, moi c'est ça aussi que j'essaye de montrer aux gens, quoi. C'est qu'en étant à l'écoute de soi et en faisant les choses bien, on arrive à performer et à performer longtemps, quoi. Non, voilà, comme quoi des fois aussi, simplement avec les grandes bases, on va dire, de l'entraînement, de l'écoute de soi, de la nutrition, sans vouloir aller chercher des choses trop compliquées. Je pense que déjà, si on respecte un petit peu tout ça, je pense qu'on pourrait éviter peut-être 90 voire 95% des problèmes. Et qu'ensuite, on a accès à plein de choses pour résoudre le reste des problèmes avec plaisir. Mais en fait, souvent, quand on analyse un petit peu les choses et qu'on regarde, c'est juste des grands principes qu'on n'a pas voulu écouter, pas voulu respecter, des erreurs qu'on a faites, mais qui sont assez simples, quoi. Est-ce que tu mets des choses spécifiques en place dans ton assiette pour optimiser un peu ta récup? Non, pas forcément. C'est une période, je vais juste ajouter, on va dire, pas vraiment très très intense, on va dire, c'est surtout sur l'hydratation que je vais ajouter un petit peu des choses. Et puis notamment, pas vraiment intense, certains blocs à certains moments de l'année, de la boisson de récup en plus. Mais non, dans mon assiette, je pense que j'ai un peu plus faim, peut-être, quand je m'entraîne un peu plus. Au niveau glucides et protéines, tu fais pas forcément gaffe à monter un peu ou quoi? Non. Après, j'ai pas de régime particulier, moi. Donc je mange vraiment de tout et j'aime bien manger. Et donc voilà, puis aussi, peut-être la chance qu'on a dans tout ça, c'est qu'on a aussi 3 enfants. Et donc du coup, quand t'es tout seul chez toi, je le vois très bien, hein, les fois où je suis tout seul, je prends un peu moins de temps pour me préparer à manger. Je mange de manière moins, on va dire, raisonnée. Plus à la va-vite, un peu plus à la va-vite, et je prends moins le temps de réfléchir à un repas. C'est vrai que déjà quand on est à deux, nous on aime beaucoup se faire à manger, donc on réfléchit, on prend du temps à le faire. Mais en plus là, avec les enfants, c'est vrai qu'on prend aussi quand même pas mal de temps pour faire à manger, des fois pour faire à manger avec eux. Donc je pense que c'est aussi une chance qui fait que je mange peut-être mieux parce qu'on est plusieurs à manger. Ok. Et pour toi, si on doit retenir un truc qui est important quand on fait de l'ultra trail au niveau de nutrition, ce serait quoi? Plutôt un conseil à donner? Ouais. Ce serait de manger suffisamment. J'ai le même. Et en plus, je trouve qu'en mangeant suffisamment, t'arrives à manger bien. Et c'est plus facile dans ce sens-là de chercher à manger assez. T'as moins de tri à faire, quoi. Ouais. Moins de quoi, pardon? T'as moins de tri à faire, quoi. Ouais. Et si tu manges pas assez, que tu dois choisir entre ça ou ça, c'est peut-être là où tu fais les erreurs, quoi. Exactement. Alors que si tu cherches à manger tout bien, souvent, en fait, les gens, et je trouve d'autant plus les sportifs, cherchent à manger de la meilleure des façons. Et souvent, en mangeant très bien, ça implique qu'on mange pas toujours assez, quoi. Enfin, c'est pas forcément manger assez, parce que ça, c'est dur à définir, mais c'est vraiment déjà de manger à sa faim, en fait. Et manger à sa faim, c'est s'écouter un petit peu longtemps, parce qu'il y a des jours où on va avoir moins faim, mais il y a des jours où on va avoir très faim. Et donc, en fait, il faut habituer son corps, justement, à écouter ça. Et après, si on l'habitue, en fait, à ne pas manger assez, il va se contenter de pas manger assez. Et c'est pas ça qui est bon, quoi.
Un petit point sur l'alimentation et l'effort maintenant. Est-ce que la nutrition à l'effort, ça a toujours eu une place importante? Tu vois, au début, est-ce que tu faisais attention à ce que tu mangeais à l'effort ou c'est venu au fur et à mesure de ta pratique avec la progression de ce sport aussi? Alors oui, je pense que j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, à essayer de faire les bons trucs, mais j'avais pas forcément les bons codes, j'avais pas forcément les bonnes recettes, je me connaissais pas assez, je savais pas ce qui était vraiment le plus important, ce qui faisait tel ou tel effet. Et ça prend énormément de temps. Et puis ça varie aussi un petit peu, même avec le temps, selon les saisons, selon plein de trucs. Mais voilà, je pense que j'ai toujours, oui, dès que je suis parti sur des courses de 4, 5, 6, 7 heures, évidemment, je suis parti en essayant de trouver des solutions miracles, en faisant attention à essayer de m'alimenter du mieux que possible. Mais je pense que je faisais plein d'erreurs, j'avais pas forcément de bonnes idées. Et que ça, plus ça va, plus tu rencontres des personnes, plus tu découvres des choses sur ton corps, plus tu trouves des solutions pour... et voilà, et même aujourd'hui encore, il y a beaucoup de points d'incertitude. Il y a des choses que je sais, mais par contre, il y a des choses aussi que je sais qu'il ne faut pas faire, par exemple. Tu te souviens de ce que tu faisais au début? Genre sur tes premiers ultra-trails, au niveau nutri? Ouais, moi, j'ai l'image de la banane dans le slip, et puis on y va, on s'en fout. Ouais, même d'avoir... je me disais, j'avais besoin de trucs hyper salés. Je me souviens d'avoir bouffé je sais pas combien de tomates. Sérieux, sur des courses? Ouais, d'orange, d'avoir bu je sais pas combien de litres de coca, et puis après d'être transit crampe allongé sur le côté. Mais voilà, des petites erreurs, d'être assoiffé, mais de me dire, là, je vais avoir des crampes, il faut que je mange salé, de m'être rué sur des tucs, mais le truc qui te donne le plus soif au monde quand t'as pas d'eau. Enfin voilà, d'avoir fait des trucs un peu comme ça. Ouais. Donc, troubles digestifs, t'as été sujet aux troubles digestifs? Pas trop. Alors ouais, j'ai eu quelques diarrhées, évidemment. Ok. Crampes, des choses comme ça. T'as jamais eu pas trop de crampes pas de crampes d'estomac. Même non. en bouffant de la tomate et en bouffant du Non, coco. après, je sais que, vu que je mange quand même beaucoup de tout, sans forcément trop faire attention à un régime particulier, je pense que voilà, mon estomac, il supporte aussi quand même pas mal les choses et il peut s'adapter beaucoup. Donc, c'est vrai que, d'un point de vue gastrique, je pense que je suis pas... T'es pas trop... Pas trop sensible. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu fais attention, tu vois, au grammage de glucides? Oui, alors évidemment, mais je pense qu'il faut, c'est bien, mais on s'en fout en fait. Faut pas forcément faire ça. Après, voilà, ça reste du détail. Moi, je le fais parce que ma pratique et l'heure actuelle et les réseaux nous imposent de le faire. Mais en fait, savoir le nombre de glucides qu'on a mangé, si on n'a pas bu suffisamment et qu'on n'est pas suffisamment hydraté, ça sert strictement à rien parce qu'on les assimilera pas. Donc oui, on peut faire attention au grammage de glucides, on peut faire attention à ça, mais déjà, il faut déjà boire de la boisson, de l'eau ou de la boisson de l'effort avec suffisamment d'électrolytes pour ensuite regarder ça. Si on n'a pas une hydratation qui est optimale, les bons électrolytes au bon moment, ça sert à rien de savoir le nombre de glucides. Donc la plupart des gens, ils savent qu'ils prennent tant de glucides, mais par contre, ils boivent pas ou ils n'ont pas assez bu, donc ça sert strictement à rien. Donc voilà, le grammage de glucides, il y a 3 ans, personne n'en parlait. Et on faisait les mêmes performances en ultra-trail, voire même mieux. Vrai. Donc, en fait, il y a un moment, c'est cool sur les réseaux sociaux, ça marche bien, c'est génial. Et puis, il y en a qui font leur carrière sur ça, mais on s'en fout globalement. C'est pas ça le plus important en ultra-trail. Ce que je veux dire, le plus important en ultra-trail, c'est vraiment, le plus important, c'est l'hydratation. Ensuite, maintenant, c'est sûr que... Et d'apporter de l'énergie après. Voilà, puis quelqu'un qui pèse 60 kilos et quelqu'un qui pèse 90 kilos, il va pas avoir les mêmes besoins. Donc, en fait, déjà, ce sera un nombre de grammes de glucides rapporté au kilo, au nombre d'heures d'effort, qui doit dépendre de la température, qui doit dépendre de plein de choses, de son entraînement, de sa préparation, de son entraînement à avoir mangé. Donc voilà, avant de regarder ça, il y a plein de choses à faire. Maintenant, c'est sûr que de se dire que si on mange plus de 140 grammes de glucides à l'heure, on les mange trop. Oui, et clairement. Si on en mange moins de 50 ou de 60, on n'en mange pas assez non plus. Mais maintenant, entre ça et tout ça, faut regarder. Et puis d'en manger trop pour d'ailleurs plus pouvoir en manger, ça sert à rien non plus. Peut-être en manger un petit peu moins. Mais par contre, partir être en se capable disant de je vais consommer 100 ça, grammes par heure et puis le tenir 8 heures, c'est pas très intéressant. Il y en a peut-être 10 dans le monde qui peuvent tenir un ultra-trail en mangeant 100 grammes de glucides par heure. Donc voilà, avant de faire ça, il faut déjà se dire en fait combien de glucides par heure je suis capable d'assimiler pendant mes 20, 30, 40 heures. Et si je peux faire mieux, tant mieux. Mais déjà, en fait, il faut que je sois sûr de maintenir cette base-là. Et puis après, qu'est-ce qui est glucide ? Entre des sucres rapides, des sucres longs, des sucres qui sont dans une boisson, des sucres qu'il faut mâcher, des sucres qu'il faut mâcher. Il y a plein de choses et plein de stratégies. Donc, Quand tu pars sur une course, tu as un plan nutrition qui est prédéfini.
Ou alors tu sais à peu près? J'ai des grandes grandes bases lignes. sur lesquelles je déroge pas. Okay. Et puis après, au niveau hydrique et au niveau manger tous les temps de temps, surtout par exemple. Au niveau hydrique, en fait. L'important, en fait, déjà pour moi, c'est l'hydratation, c'est la clé. Donc après, j'ai envie de dire le reste, c'est presque un petit peu du détail. Mais voilà, moi, j'apporte une énorme importance sur ma boisson de l'effort. Donc la boisson, justement, voilà, on se parlait avec Oversteam tout à l'heure. Donc c'est l'Hydrix Ultra. Et en buvant cette boisson, on va dire, 700 ml par heure. Les 2 premières heures, c'est pareil, c'est pas très grave. C'est le temps de se mettre en place. On est déjà hydraté, on sait pas. Enfin, ça dépend ce qu'on a mangé avant. Bon. Mais voilà, en essayant de boire 700 ml par heure, on va dire avec le dosage que je mets dans ma boisson, j'ai mes électrolytes et j'ai déjà plus de 60 grammes, 70 grammes de sucre par heure. Donc ensuite, il suffit que toutes les heures, je mange une petite gomme, un petit gel, une petite barre, en fait. Quelque chose. Je suis déjà presque à 90 ou à 100 grammes par heure, ce que très très peu de personnes vont mettre en place ou appliquer sur leur travail. Donc en fait, juste en buvant cette boisson, déjà, en fait, je pourrais presque finir. Donc, en fait, à partir de quand tu te mets dans cette optique-là, c'est-à-dire que tout ce que tu vas manger en plus, c'est du bonus, c'est pas de la contrainte, t'es pas obligé de manger. Maintenant, si tu bois que de l'eau et que tu te nourris qu'avec des gels et que t'en as presque jamais mangé et que tu te dis qu'il te faut 100 grammes, ça veut dire que toutes les heures, il te faut 4 gels. Donc, tu pars sur 40 heures. Donc, 40 heures fois 4 gels, ça veut dire qu'il te faut 160 gels pour finir ton ultra hyper rapidement. Donc, 160 gels, je défie tout le monde de manger 160 gels et que clairement. Ça se passe bien d'un point de vue gastrique. Maintenant, en fait, si du coup, t'arrives à boire cette boisson-là et qu'ensuite t'alternes entre des petites gommes, des petites barres et des petits gels, au final, il va t'en falloir que 20. Donc, ça fait 5, 6 gels, 5, 6 barres, peut-être 8 paquets de gomme pour faire un UTMB. Ça paraît déjà beaucoup plus plausible et faisable que de bouffer 160 gels. Donc, en fait, il y a un moment, il faut déjà se mettre tout ce qu'on pense manger sur la table et se dire, waouh, c'est faisable ou c'est infaisable, quoi. Et puis ensuite, le tester. On ne teste pas ça le jour J, on le teste à l'entraînement, on regarde un petit peu tout ça. Mais ouais, je vais pas, en fait, avoir... Tout n'est pas écrit, en fait. Je sais pas vraiment ce qui va se passer. C'est pas heure par heure, t'as un descriptif. Non. Et puis, j'ai pas ma montre qui sonne, j'ai pas tout ça. Par contre, je sais que oui, si j'ai pas bu entre 600 et 800 par heure, je sais qu'il y a un moment, je vais le payer, en fait. Ok. Et donc voilà, j'essaie déjà de m'astreindre à ça. Et puis ensuite, j'essaie de faire en sorte d'avoir toujours sur moi une petite réserve énergétique de réserve et de me dire, voilà, si dans l'heure, j'ai pas mangé, c'est pas bien, donc il faut que j'essaie de manger. Mais en fait, quand tu es dans un ultra-trail où t'as que ça à penser, normalement, il y a forcément un moment dans l'heure où tu penses à manger, quoi. Ok, et ça t'arrive de plus réussir à manger pendant un moment, soit d'oublier, soit parce que ça passe plus au niveau du goût, au niveau digestif ou autre? Parce que j'ai fait l'erreur, parce que j'ai pas assez bu, parce que j'ai trop mangé. Ça, c'est vraiment l'eau qui te limite après sur l'hydrique qui te limite sur le reste. Tu le sens? Comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui a bu de manière régulière, avec des électrolytes comme il faut, pas avec un coup une gourde froide, une gourde chaude, pas en changeant un coup du coca, un coup du machin, un coup du pétillant, un coup pas du pétillant, un coup un jus, un coup un machin. Quelqu'un qui a pris une boisson qu'il connaissait, qu'il a l'habitude de boire, entre 600 et 800 ml par heure, à part petite gorgée à la bonne température, cette personne-là, elle va jamais avoir ça. C'est vrai. Donc en fait, c'est que si on en est là, mais l'erreur, je l'ai faite plein de fois, tout le monde l'a déjà faite. Mais en fait, cette erreur-là, après, comment faire? Déjà, il faut se réalimenter normalement, selon ton niveau gastrique. Il y en a, ça va aller plus ou moins vite. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange du salé, tout ça? Mais en fait, si on n'a pas fait d'erreur de base, il n'y a pas de raison qu'on arrive là. C'est comme les hallucinations en ultra-trail. C'est super cool, c'est marrant, ça fait rire, ça fait aussi des podcasts, ça fait des trucs sympas aux interviews. Mais en fait, à quel moment on est censé être en hallucination? C'est que justement, c'est qu'on est en hypo, ou qu'on a mal dormi avant l'ultra-trail, ou qu'il s'est passé quelque chose. Mais sinon, faire une ou deux nuits blanches, si on mange bien, qu'on est concentré, qu'on sait pourquoi on est là, il n'y a aucune raison qu'on ait d'hallucination. Ok. Ça, c'est marrant, ça. Ça plaît de raconter les hallucinations. Ouais, mais c'est badant quand même sur le coup. C'est pas toujours drôle. Tu ressens le besoin de saler aussi en course? Ouais, alors après, c'est pas. Enfin, oui, je le sens. Des fois, ça fait un peu du bien, surtout au moment des repas. En fait, faut se dire aussi que t'as une horloge un peu. Enfin, c'est pas toi que je vais la prendre, mais t'as une horloge interne qui est un peu habituée à manger à certains moments de la journée. Ouais. Et en fait, à ces moments-là, oui, forcément, t'as besoin de manger un petit peu plus. Même si tu ne dépenses pas plus, même si tu as un niveau constant d'effort, en fait, ton corps, il a ancré ces habitudes-là. Donc, à ces moments-là, moi, souvent, j'essaye d'ajouter un petit peu de salé. Mais c'est pareil, en fait, c'est besoin de salé si tu as une boisson qui est suffisamment riche en sel, en électrolytes et avec tous les nutriments qui font dedans. T'as pas de raison, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir le besoin, quoi. C'est quoi tes aliments un peu plaisir, justement, salés ou autres, tu vois, sur les ravitaux, typiquement?
J'en ai pas trop. J'en ai beaucoup dans la vie, des aliments plaisir. Après, sur les courses, j'ai pas tant. Enfin, il y a rien qui. En fait, je suis très heureux de boire ma boisson, de manger mes trucs et tout. Mais j'ai pas vraiment de moments d'aliments hyper plaisir en course, quoi. Je garde ça pour la vie de tous les jours et les à côté. Mais en course, en fait, je vois pas trop l'intérêt. Ou alors, ce serait vraiment des petits crocs, tu vois, des petits trucs. J'ai grignoté un bout de jambon cru, des choses comme ça. Mais je sais que si ça sert à rien de manger 2 tranches, en fait. C'est juste manger un petit bout pour. Justement éviter Pour changer, cette sensation ouais. de sommeil, éviter cette sensation de satiété ou des choses comme ça, se redonner envie de manger du sucré. Mais en fait, la seule chose qu'on assimile à l'effort, clairement, c'est du sucre. Donc en fait, ça sert à rien d'aller se dire, moi je mange ça, je mange ça, je mange ça. Non, en fait, ça sert à rien parce que ça va nous prendre une énergie folle de le transformer en sucre parce que la seule chose qu'on pourra utiliser pour avancer, ce sera du sucre de toute façon. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir grignoter ou manger pour me redonner envie de manger, repartir sur ce bon chemin-là, quoi. Ok. Et comment t'adaptes ta nutrition entre un UTMB et un TOR, où c'est vachement plus long? Et d'ailleurs, en parlant d'hallucination, est-ce que t'en as eu sur le TOR? Non, j'en ai pas trop eu. Après, il y a des moments que je me souviens pas forcément trop, mais j'ai pas eu d'hallucination ou autre chose comme ça. Mais il y a des moments où tu sais plus si c'était la première nuit, la deuxième nuit. Plus si du manque de lucidité, quoi. J'étais pas très lucide, j'étais assez fatigué. Mais voilà. Et après, au niveau de la nutrition, je pensais justement pas pouvoir faire la question, c'est est-ce que je pourrais faire tout comme je faisais sur l'ultra, et je me disais que non. Je me disais qu'à un moment, mon estomac avait besoin de se reposer. Donc, je voulais manger, essayer de faire des encas un petit peu plus gros, à des moments où je me posais 30-40 minutes. Ouais. Et du coup, laisser le temps un petit peu à mon estomac d'avoir des phases où il se reposait complètement. En fait, j'avais pas suffisamment faim. Mon estomac était déjà fatigué. Et en fait, j'arrivais pas à avoir des gros apports. Donc, en fait, j'ai continué de manger un petit peu tout le temps. Et en tout cas, au niveau de la boisson, j'ai bu pendant 70 heures la même boisson que je bois pendant 30 heures. Et ça t'a pas perturbé, quoi? Et ça m'a pas du tout perturbé. Non. T'as réussi à boire quand même tout le long? J'ai réussi à boire tout le long. Ok. Mais là, sur le coup, t'as eu sur le TOR, t'as eu des vrais repas? Non, du coup, j'en avais prévu, mais j'ai pas réussi. Alors, j'ai mangé un petit peu plus je m'étais fait un peu des wraps un peu spéciaux. Mais t'as pas eu envie de petits sushis un petit peu spéciaux. J'en ai mangé un petit peu, mais au final, j'en ai jamais mangé plus que l'équivalent d'une grosse barre, quoi. Enfin, j'ai pas réussi à me faire un vrai repas et à me dire derrière, pendant 2-3 heures, je mange pas, quoi. Je mangeais des petits sandwichs, des petits bouts de trucs, mais si moins que j'aurais pensé. Tu penses que ça t'aurait servi ou pas? Je sais pas. Non, c'est juste que je pensais que mon corps, il n'arriverait pas à tenir sur un rythme classique d'ultra en termes de nourriture. Et donc, c'est pour ça, c'était la stratégie que j'avais un peu prise au cas où, quoi. Mais non. Ok. C'est complexe, hein, même pour le sommeil, la gestion de sommeil. T'as fait comment sur aussi long? Pareil, en fait, je savais ce qu'il fallait pas faire. Je savais ce que potentiellement je pourrais faire. Et puis ensuite, j'ai essayé de me tenir à ça, en me disant, ça sert à rien de le faire. Ça, si tu ressens le besoin, fais-le à tel moment, fais-le pourquoi. Mais ça s'est plutôt bien passé, quoi. C'est juste qu'à des moments, j'espérais. Je me disais, je vais pouvoir avoir plus dormir. Puis non. T'arrivais pas spécialement? Donc, non, j'ai pas spécialement réussi à bien dormir. Ouais. Ok. J'ai moins dormi que ce que je pensais dormir. Combien t'as dormi au total? Je pense une trentaine de minutes. Ouais, sur combien de temps? Sur 3 nuits, quoi. Sur 3 nuits, ok. Et les 30 minutes où t'as dormi, ça t'a quand même régénéré? Ouais, je pense. Après, c'est 30 minutes au total. C'est-à-dire que je me suis posé beaucoup plus. Mais des fois, je me posais 30-40 minutes et je dormais, je pense, vraiment 1 minute ou 2. Ça marche. Intéressant. T'aides vachement au développement de la gamme Ultra de Oversteams. À la base, comment tu les as aidés au développement des produits? Est-ce que tu leur fais tes retours, toi, sur tes courses? Est-ce que tu testes des trucs en course qui n'existent pas forcément encore? Et comment, derrière, vous adaptez un petit peu le développement des produits? Alors, on teste des choses à l'entraînement et en course. Et c'est vrai qu'en fait, même si on teste beaucoup de choses à l'entraînement, c'est jamais comme tester en course parce qu'on n'a jamais le même stress, on n'a pas forcément les mêmes durées, tout ça. Donc il y a des choses, on est persuadé que ça marche en entraînement, puis en course, des fois, ça marche pas, ou ça marche mieux, ou ça marche différemment. Mais voilà, je teste un peu plein de choses. Et puis, parce que on s'est mis des grandes lignes aussi avec toutes les courses que j'ai eu la chance de faire. Donc quand il fait très chaud, quand il fait très froid, quand il fait très humide, quand on est en altitude, en fait on n'a pas du tout les mêmes choses. Donc en fait nous ce qu'on voulait c'était répondre à l'ultra trail de manière globale, donc avoir une offre assez large. Donc on a commencé par la boisson parce que pour nous c'est la base. Donc on a vraiment pris le temps de travailler très très longtemps sur la boisson. Je pense en plus de 2 ans avant de sortir la boisson. Et puis ensuite, on s'est dit, avec quoi on peut compléter la boisson? Qu'est-ce qui marche quand il fait chaud? Qu'est-ce qui marche quand il fait froid? Quand on a l'altitude, qu'il n'y a pas? Donc, on a commencé par les bars. Après, on a fait les gels, les compotes. Les gels ne sont pas encore sortis, mais voilà, on travaille dessus un petit peu dans cet ordre-là, quoi. Les gels, les compotes, les gommes. Ça fait combien de temps que vous avez créé la gamme Ultra?
On y travaille, on va dire que ça fait 4 ans et ça fait 2 ans vraiment que ça commence à sortir. Et l'an passé où ça a vraiment pris une offre, on va dire, beaucoup plus large, quoi. Ouais, parce qu'au final, il y a quand même pas mal de... Enfin, on peut s'en sortir de ouf avec tout ce qu'il y a. Ça commence à s'étoffer un petit peu. Il y a pas mal de saveurs qui se développent aussi, entre le sucré, entre le salé. Et sur cette année, on va encore avoir 3 nouveautés. Donc, non, c'est cool. Est-ce que ça part à la base de ce que toi, t'aimerais retrouver en course et qui te manque? Ou alors c'est plutôt l'inverse, ça parle d'un... On veut développer ça au niveau nutritionnel et toi, derrière, tu les aides à peaufiner? Non, enfin moi j'ai un petit peu toujours eu ce que je voulais parce qu'au pire on faisait des prototypes, on faisait des choses comme ça. Après c'était plus moi ce que je trouvais qui me manquait, c'était des choses qui soient vraiment adaptées à l'ultra trail et un tout à chacun. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer une offre pour toutes les personnes qui font de l'ultra trail et qui répondent à leurs besoins et leur offrir justement cette base là, de leur dire voilà, si déjà vous arrivez à trouver cette boisson là qui vous donne suffisamment à boire, qui fait qu'en sorte derrière vous avez pas mal au ventre, que vous avancez, que vous avez une base et qu'ensuite il suffit de compléter avec un petit truc. Enfin déjà pour moi il y a déjà 50% des abandons en course qui seraient enlevés. Donc voilà, l'idée c'était vraiment ce gros morceau là et aujourd'hui d'ailleurs la boisson elle rencontre un succès qui est assez énorme. Enfin ça a doublé toutes les autres boissons qu'ils avaient dans la gamme et il y a quand même vraiment beaucoup de bons retours. Donc voilà, je pense qu'on a au moins réussi ça bien comme il faut, quoi. C'est quoi les critères sur lesquels toi, t'es le plus, je sais pas, demandeur ou exigeant quand tu testes les produits et que tu aides au développement? Est-ce que c'est tu vas me dire tout, à mon avis. La praticité, le goût, le quoi? La couleur de la boîte. La couleur de la boîte, bien sûr. La couleur de la boîte, est-ce qu'il y a noté dessus? Voilà. Non, mais ouais, après, il y a le goût, je pense qu'il est important, mais c'est aussi pour ça qu'il y a plein de saveurs. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le goût, il n'est pas si important que ça. Enfin, au début, il y en a plein qui demandaient un goût neutre. Parce qu'ils avaient peur des goûts, tout ça. Mais en fait, le problème, c'était pas les goûts. Le problème, c'est qu'en fait, la boisson, elle était un petit peu écœurante. Des fois, elle était trop sucrée ou mal dosée. Et du coup, ils associaient ça à tel goût. Mais le problème, il était la boisson. Parce que là, aujourd'hui, il y a presque plus personne qui demande des goûts neutres. Parce qu'en fait, vu que la boisson, elle écœure pas, les goûts n'écœurent pas. Et donc, les goûts plaisent. Ensuite, maintenant que t'aimes mieux la menthe, le citron, le thé pêche, le fruit rouge, la mangue ou ce que tu veux. Enfin, globalement, c'est juste une saveur particulière, c'est pas ça qui va faire la différence dans la boisson. Donc voilà, je suis pas très à cheval moi sur ça, les saveurs, je les laisse un peu faire tout ce qu'ils veulent. Par contre, moi là où j'insiste vraiment, c'est la composition, déjà voir quel sucre on met dedans, entre la répartition entre les sucres lents, les sucres rapides, et puis tout ce qu'on va mettre dedans, que ce soit d'un point de vue vitamines, électrolytes, protéines, des choses comme ça, où justement il faut un juste milieu entre tout. Et c'est là où c'est assez important de savoir quels sont... Enfin, les apports vont dépendre en fait des besoins et des dépenses, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on y met, quoi. Ok, il y a certains produits qui ont beaucoup évolué après que toi t'aies fait tes retours? Cette boisson-là, elle n'existait pas, ouais. Donc oui, c'est sûr que par rapport à la boisson hydrique classique, c'est celle-là qui a mis beaucoup de temps à être... Ouais, parce qu'en fait, il faut la tester. Déjà, il faut avoir confiance dans l'équipe marketing. C'est une boisson qui coûte aussi beaucoup plus cher, donc qui est beaucoup moins rentable aussi. Donc il faut être sûr qu'elle marche un petit peu. Mais voilà, une fois qu'après on l'a mise en place, un petit peu testée, après ça faisait plus trop de doute qu'on voulait aller vers ça, quoi. Et t'as eu l'impression de devoir faire enfin, vous avez eu l'impression de devoir faire des compromis sur certains critères? Pas tant que ça. Après, c'est plus aujourd'hui, c'est compliqué parfois de trouver des choses. Pour qu'une boisson elle soit bio aujourd'hui, voilà, il y a certaines vitamines qui n'existent pas en fait, et sur lesquelles il faudrait faire. Donc voilà, c'est de faire peut-être des compromis sur certains labels, certaines choses, parce que sur le marché, sinon ça n'existe pas, sinon la boisson n'est pas compétente, et c'est ça qui est un peu dommage et difficile au début, quoi. Ok, super. Et merci beaucoup. Avant de finir le podcast, j'ai 2-3 petites questions encore. Alors, plus sur la nutrition, mais plus sur d'autres choses. Aujourd'hui, on sait que quand on est sportif de haut niveau, la performance, elle se joue pas que sur le terrain et en course, qu'il y a l'aspect des réseaux sociaux aussi. Comment toi, tu gères cette partie-là aujourd'hui et comment tu vois ça de ton œil? Après, c'est un peu... Ça a beaucoup évolué quand même ces derniers temps. Et aujourd'hui, si on veut être présent sur les réseaux sociaux et être très présent, tout ça, il faut faire un petit peu le buzz. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas il y a longtemps, où si on avait... moi j'ai eu la chance d'avoir une progression, on va dire, assez linéaire sur les réseaux sociaux. Ce qui me permet d'avoir en fait essayé d'avoir toujours été, on va dire, un petit peu moi-même, d'avoir mon fil rouge, de pas m'imposer des choses comme ça.
et donc de monter de manière assez progressive. Aujourd'hui, en fait, les réseaux sociaux, ils sont déjà pas saturés, hein, parce qu'il y a toujours de la place, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, tout ça. Mais c'est vrai que du coup, il y a un moment, si on veut faire sa place et son truc, il faut forcément faire un petit peu le buzz ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu complexe et des fois un petit peu clivant, et des fois ça plaît ou ça plaît pas, ou ça peut pas plaire à tout le monde, ou alors ça plaît très fort à certains, mais du coup ça déplaît très fort à d'autres. Donc voilà, c'est compliqué, je trouve, les réseaux sociaux aujourd'hui pour des jeunes qui arrivent. Et donc, voilà. Et toi, ta vision du truc, comment tu te places par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Moi, je pense que je suis pas... Voilà, non, moi, ça me barbe pas, justement, parce que du coup, je me suis jamais imposé à faire les choses. Voilà, je me fais aussi... T'as suivi ta ligne directrice et tu t'es jamais fait... Et j'ai toujours essayé de rester moi-même sur les réseaux sociaux, de garder une vie privée de mon côté, de pas tout dévoiler, de pas trop en mettre, pour pas justement être écœuré, de me dire j'ai besoin de faire une pause parce que là, c'est trop dur, j'en fais trop sur les réseaux. Non, en fait, plus la charge mentale que ça pourrait impliquer. Et tout ce que ça impliquerait. Donc, j'essaie de le faire de manière comme ça. Et en fait, j'ai la chance peut-être d'être arrivé à un moment où, en faisant ça, ça marche. Aujourd'hui, peut-être que quelqu'un qui ferait ça, ce serait peut-être très compliqué pour y arriver. Et du coup, voilà, d'avoir une audience en fait qui me suit et qui accepte en fait ma façon à moi de gérer les réseaux sociaux, quoi. Donc voilà. Ok. Et la pression médiatique de façon globale, est-ce que tu la ressens, si oui, plus qu'avant, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'impacte pas toi dans ta vie, ta carrière d'athlète? Non, la pression médiatique, il y a ce phénomène de notoriété, réseau, tout ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je peux pas négliger aujourd'hui, que c'est pas quelque chose qui est omniprésent dans ma vie, qui est là tout le temps, qui est là au quotidien. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que moi, elle est venue en 20 ans, en fait. C'est peut-être à un niveau aujourd'hui qui serait peut-être pas du tout acceptable pour quelqu'un qui vient de zéro et qui arrive là, qui serait sûrement même insupportable. Par contre, moi, ce qu'il y a, c'est que vu qu'elle est venue très progressivement, j'ai aussi appris à l'appréhender, j'ai aussi appris à me protéger à certains moments, à mieux l'accepter, à faire tout ça. Et donc aujourd'hui, je dis pas que c'est facile, tout ça. Par contre, j'ai aussi eu 20 ans de construction et de progression pour en arriver là, quoi. Donc voilà, peut-être pas 20 ans, mais je pense que voilà, j'ai commencé les réseaux sociaux peut-être en 2010. La pression médiatique, les premières interviews, le fait de devoir parler anglais, d'aller répondre à un podcast, de faire des séminaires, des conférences, des choses comme ça, tu vois, ça fait depuis 15 ans. En fait, ça arrive pas d'un seul coup, et du coup, je pense que c'est aussi beaucoup plus facile, quoi. Tu penses que si ça avait été pareil à l'époque, ça aurait impacté ta façon de te développer un petit peu en tant qu'athlète? Je sais pas si j'aurais été athlète. C'est vrai? Non, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, c'est sûr que heureusement qu'on m'a pas imposé beaucoup de choses dès le début. Heureusement que c'est venu très progressivement. Heureusement que j'ai eu le temps de m'habituer à tout ça, parce qu'au début, moi, j'étais un petit peu loin j'étais en tout cas très très loin dans la façon dont aujourd'hui je gère les choses et je vois les choses, quoi. Ok. Ouais, mais je trouve que cette question-là des réseaux, elle est intéressante, parce que c'est infini les réseaux, on peut tout faire dessus, mais parfois c'est un peu à double tranchant aussi, et je trouve que Après, c'est un peu comme la pratique de l'ultra-trail. C'est vrai. Toi, je pense que tu es sur les réseaux sociaux pour des raisons qui te regardent toi, mais que tu connais, en fait. Tu sais pourquoi tu es sur les réseaux sociaux et tu sais ce que tu fais. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent peut-être pas pourquoi ils font les réseaux sociaux, ni la façon dont ils le font, ni pourquoi ils le font et dans quel but ils le font. Si on arrive à répondre un petit peu à ces questions-là, je pense que du coup, ça facilite aussi son utilisation des réseaux sociaux, quoi. Si on y est parce qu'il faut y être et parce qu'un tel ou un tel nous demande d'y être, mais qu'on n'a pas envie d'y être, c'est sûr que ça va très vite devenir insupportable. Ouais. C'est vrai. Ok, trop bien. Écoute, pour finir, avant de te poser les 2 petites questions de la fin, un peu à l'instar du portrait chinois que je t'ai fait au début, j'ai quelques petites questions flash. Donc pareil, tu verras, c'est pas trop compliqué. T'es prêt? Est-ce que tu préfères faire un ultra en tongs ou en chaussures de ski? En tongs. Un ultra sous 35 degrés ou par moins 5 degrés? Moins 5. Un hiver sans ski ou un été sans trail? Dur, ça. Ça devrait pas exister. Joker. Montée ou descente? Je préfère monter ou descente? Ouais. Allez, monter. Un aliment improbable que t'as déjà mangé sur un ravito? Burger. En course, tu préfères avoir très mal aux jambes ou bien des troubles digestifs? Très mal aux jambes. Tu préfères une météo parfaite mais un parcours nul, ou un parcours de rêve sous une météo horrible? Un parcours de rêve. Coca ou soupe en course? Soupe. Départ à 6h ou à 22h? 22h. Tu préfères courir sans chaussures dans toutes les descentes ou sans frontal la nuit? Sans frontal la nuit.
Gel Oversteams fruits rouges ou citron? Citron. Un sport que tu n'as jamais fait mais que tu pourrais pratiquer à fond? L'escalade. Courir toute la course avec du Céline Dion en boucle ou du Booba en boucle? Céline Dion. Un mot pour décrire ce que le trail représente pour toi aujourd'hui? Un joli mélange. Fondue ou raclette? Raclette. Un endroit dans le monde où tu rêves de courir et où tu n'as pas encore couru? On va dire les hauteurs de l'Himalaya. Et pour finir, UTMB, Diag ou Thor? En ce moment, Thor. Très bien, merci. Ok. Pour finir, deux petites questions. Si l'ultra t'avait appris une seule chose sur la vie et que ce serait la chose que tu devais retenir, ce serait quoi? Bon, que rien n'est impossible. Ok. Et puis, si tu pouvais parler au François d'il y a 15 ou 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Peut-être de prendre encore plus son temps. De prendre encore plus son temps? Ok. Ça marche. Et merci François d'être venu dans mon podcast. Et je suis sûre que ce que tu as dit, ça va parler à énormément de gens. C'est cool. Merci. Bonne continuation. Bon Toi courage. aussi. Un grand merci à François d'être venu dans mon podcast et d'avoir répondu à toutes mes questions. Ça va être hyper enrichissant pour tout le monde, j'en suis sûre. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je lis absolument tout. Et si vous souhaitez voir d'autres athlètes ou d'autres professionnels dans le monde du sport, mettez-le aussi en commentaire et j'essaierai de l'inviter. Pensez également à vous abonner et à mettre un petit like si ce genre de contenu vous plaît. C'est hyper important pour moi pour aider au développement du podcast. Je remercie encore Oversteams d'avoir sponsorisé cet épisode. Si vous avez envie de tester les produits, je vous rappelle avec le code NOUCHKA que je vous mets en description, vous avez une petite réduction. Et moi, je vous dis à bientôt sur les réseaux ou sur les sentiers. Ciao!